Malgré les richesses de son sous-sol, de sa production liée à la pêche, au tourisme, à l'agriculture, le Sénégal figure parmi les 46 pays les plus pauvres de la planète. Pourquoi ? À notre petite échelle, quelles solutions pouvons-nous apporter pour permettre aux villageois de Sandikoli de transformer leur production en richesse qui leur permettrait de vivre décemment ? Le village de Sandikoli est situé dans la région du Siné Saloum. C'est un immense delta constitué de mangroves, d'îlots, de bancs de sable et d'un véritable labyrinthe de bras de mer que l'on appelle des bolons. L'activité économique principale de la région est la pêche artisanale et la collecte des mollusques. Malheureusement, la surpêche industrielle qui sévit au large depuis plusieurs décennies a fragilisé l'activité. Sandikoli se trouvant au fond du delta, il faut désormais aller toujours plus loin pour trouver du poisson. Tous savent qu'il est devenu difficile aujourd'hui de vivre de la pêche pour nourrir sa famille, comme leur père le faisait autrefois. Jusqu'à la génération précédente, Sandikoli était essentiellement un village de pêcheurs. Aujourd'hui, seules quelques familles de pêcheurs persévèrent, malgré les difficultés et la rareté des ressources. Une conséquence non négligeable est que de nombreux hommes jeunes quittent femmes et enfants pour trouver ailleurs de quoi subvenir aux besoins des leurs. Certains partent trouver du travail dans les grandes villes du pays ou des pays voisins, d'autres tentent de s'en sortir en rejoignant l'Europe. De par la distance, le coût, la durée du voyage, sur des routes souvent très abîmées, les hommes rentrent surtout pour les fêtes religieuses ou lors d'un événement particulier. Ceux qui restent dans les villages se tournent vers d'autres moyens de subsistance. À Sandikoli, nombreuses sont les femmes dont les maris sont au loin. Elles sont restées au village avec leurs enfants, attendant avec résignation et espoir que leur mari envoie l'argent nécessaire pour faire vivre la famille. Alors elles se débrouillent pour se constituer un petit pécule afin de nourrir, vêtir, soigner, scolariser leurs enfants. Elles collectent les mollusques. Elles font du petit commerce. Selon la saison, elles grillent les arachides. Elles décortiquent en famille les noix de cajou. Mais aucune de ces activités ne pourra leur permettre de sortir de la pauvreté. La position géographique particulière du Sénégal lui confère une diversité végétale relativement importante au regard de son statut de pays du Sahel. Du fait d'une longue saison sèche de 8 mois et du peu d'accès à l'eau, c'est durant les 4 mois de la saison des pluies que tout le monde cultive ses champs afin de constituer le stock nécessaire pour toute l'année. Les cultures sont presque exclusivement vivrières, mil et arachides. Ceux qui le peuvent cultivent également du maïs et du sorgho. Une partie des récoltes sera vendue, l'autre sera stockée pour la consommation de la famille. Dans les villages derrière Sandikoli, les terres sont fertiles car l'eau douce est toute proche grâce à quelques barrages qui stoppent la remontée des eaux salées. L'activité de maraîchage s'y développe durant toute la saison sèche et presque chaque village peut s'enorgueillir de ses magnifiques jardins où poussent oignons, choux, tomates, aubergines, concombres, salades qui seront vendus sur les marchés locaux. Le village de Sandikoli se situe, lui, entre mer et brousse, sans eau douce à proximité. Équipé de puits d'eau saumâtre et de puits d'eau douce, qu'il faut, selon les emplacements, aller puiser jusqu'à plus de 10 mètres. Quelques familles pratiquent le maraîchage, mais à Sandikoli, ce sont les arbres fruitiers qui ont la préférence.
Pour créer son verger, le producteur choisit des variétés de fruits peu gourmandes en eau. Les jeunes plants sont mis en terre juste au début de la saison des pluies et dans la plupart des cas, l'arbre se débrouillera ensuite pratiquement tout seul. Chaque année dans le monde, près de 10 millions d'hectares de forêts disparaissent et 73% de cette déforestation est liée à l'expansion agricole. Si l'agriculture industrielle en est le premier facteur, de l'ordre de 40%, l'agriculture familiale vient en seconde position. Le Sénégal a perdu la moitié de ses forêts en 60 ans. Alors afin de lutter contre l'avancée du désert aux portes du Sénégal, Nebédaï développe des programmes de reboisement. Pour ce faire, chaque année, elle forme de nombreux pépiniéristes. À Sandicoli, jusqu'alors, la plupart des familles possédaient essentiellement des manguiers et des anacardiers. La tendance actuelle est à la diversification. On peut aujourd'hui acquérir dans les pépinières qui se multiplient dans le secteur des plants de fruitiers tels que cocotiers et papayers nains, goyaviers, grenadiers, corosol, pommes cannelle, figuiers, etc. Le Sénégal est le troisième producteur d'arachide sur le continent africain, derrière le Nigeria et le Soudan. À Sandicoli, toutes les familles la cultivent. Elle est la première source de revenus des villageois. Le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural fixe chaque année le prix de l'arachide brut. En 2021, 1 kg égale 250 francs CFA. Or, depuis quelques années, les exportateurs chinois vont négocier directement dans les champs avec les gros producteurs et achètent la totalité de leur production à 50 ou 100 francs de plus. La conséquence est directe. Les deux grosses usines de transformation du Sénégal, producteurs d'huile d'arachide, n'ont plus assez de matières premières. Ils sont obligés de réduire leur activité et de supprimer des emplois. La production destinée au marché local est transformée en pâte d'arachide ou en arachide grillé. Les fanes sont vendus pour l'alimentation du bétail. Si le cultivateur a fait une bonne récolte, environ 1 tonne par hectare, il gardera 1 sac par hectare pour ses semences de l'année suivante, et pour sa propre consommation, il gardera environ 4 à 5 sacs. Il vendra le reste, soit en gros les 3/4 de sa production brute. S'il ne récolte que 4 ou 5 sacs parce qu'il ne possède que très peu de terre et n'a pas pu la fertiliser, il ne gardera qu'un seul sac pour sa consommation et vendra tout le reste parce qu'il a besoin d'argent pour vivre. Il devra donc acheter ses semences pour la saison suivante. Chaque année, le gouvernement fixe le prix d'achat du kilo d'arachide brut. C'est le tarif qui sera appliqué par les coopératives. Les camions des coopératives arrivent parfois un peu tard dans la saison. Alors ceux qui ont besoin d'argent n'attendront pas que les camions arrivent au village. Ils vendront leur production directement sur le marché à un prix moins élevé que celui fixé par le gouvernement. Ceux qui ont les moyens de stocker leurs récoltes attendront que les prix montent. En effet, ils peuvent pratiquement doubler 6 mois plus tard, juste avant les pluies de l'hivernage. L'arachide est consommé par tous les Sénégalais dans 3 plats nationaux, le mafé, le ngalar et le bassi. Au village, l'arachide est grillé, transformé en pâte ou en farine
pour la consommation familiale ou pour être vendue sur les petits marchés locaux. Dans les grandes villes du Sénégal, la pâte d'arachide est vendue dans les épiceries et dans la grande distribution. On la trouve conditionnée en pots de 250 grammes à 1 kg. Dans les villages, elle est préparée par le secteur informel, conditionnée dans de petits sachets en plastique et vendue sur les marchés locaux. Le risque majeur de la préparation informelle est l'absence de contrôle sanitaire. En effet, les stocks peuvent être contaminés par des aflatoxines produites par des moisissures qui peuvent se développer rapidement si la récolte et le stockage sont mal gérés. Le Sénégal est le 15e exportateur mondial de noix de cajou brutes. Mais tout comme l'arachide, la quasi-totalité de la production brute est exportée puis transformée en Asie. Les principaux transformateurs mondiaux de la noix de cajou sont l'Inde et le Vietnam. La demande en noix de cajou augmente chaque année, que ce soit au Sénégal ou sur les marchés internationaux. Pourtant, ce contexte ne bénéficie pas aux producteurs parce qu'ils vendent leur production brute à des intermédiaires principalement indiens, chinois ou vietnamiens à des prix bas et très fluctuants. La production est acheminée en Asie, principalement en Inde, pour être transformée dans des usines employant des milliers de femmes dans des conditions de travail déplorables. Les noix sont ensuite expédiées en Europe et dans le monde sous la forme des noix de cajou que nous connaissons et que nous consommons principalement à l'apéritif. Ces noix sont vendues sur les marchés locaux ou consommées en famille. Les procédés de transformation restent archaïques. Première étape, le brûlage des noix. Chaque noix est posée sur une pierre ou une autre surface dure. Pour récupérer la noix, la coque brûlée est cassée avec une pierre ou avec un bâton. Une fois libérée de sa coque, on la fait sécher au soleil ou dans un four pour enlever plus facilement une peau épaisse qui adhère à la noix. La noix est enfin prête à être consommée. Des moyens de transformation locaux apporteraient une véritable plus-value aux familles paysannes, une véritable opportunité pour sortir de la pauvreté. Et la noix de cajou ne ferait pas le tour du monde pour être consommée en Europe. C'est un fruit extrêmement juteux, sans pépins, entièrement comestible. La pomme de cajou peut être transformée en jus, en confiture, compote, elle peut être séchée. Les jus de pommes de cajou peuvent être consommés nature ou servir de base à d'excellents cocktails. La pomme de cajou est un fruit fragile qui ne se garde pas plus de 24 à 48 heures à l'air ambiant, quelques jours s'il est conservé au froid. Au village, il n'est pas exploité du fait de sa fragilité qui le rend intransportable. Alors, faute de moyens pour la transformer, la quasi-totalité de la production pourrit sous les arbres. Le Sénégal produit environ 130 000 tonnes de mangue par an, mais seules 30 000 tonnes seront déclarées exportables et environ 15 à 20 000 seront réellement exportées. Les pertes sont énormes liées aux pluies, au transport lent et chaotique vu le mauvais état des routes, mais aussi à l'incapacité de traiter rapidement, localement, la production. On trouve à Sandikoli deux grandes catégories de mangues. Les mangues plus ou moins fibreuses mais succulentes des vieux manguiers du village, et les mangues de qualité supérieure sans fibres, cultivées dans les plantations et destinées principalement à l'exportation. Chaque année, une équipe de cueilleurs arrive à Sandikoli dès le début de la saison des mangues
pour acheter la totalité de la production des vieux manguiers du village. L'équipe de cueilleurs négocie sous l'arbre avec le propriétaire. Un arbre produit au minimum 500 kg de fruits. La totalité de la production de l'arbre est vendue entre 2 500 et 5 000 francs CFA, soit 3,80 € à 7,60 €. On peut estimer la quantité totale des fruits de ces vieux arbres qui partent au loin à 20 tonnes au minimum. Ces mangues seront vendues sur les marchés des grandes villes plus au nord. Après le passage de l'équipe de cueilleurs, il restera encore une bonne quantité de fruits non cueillis ou tombés sous l'arbre pour le grand bonheur des enfants. Pour un seul arbre, ces fruits permettront également de faire encore une 50aine de pots de confiture. Riche en antioxydants, en protéines, en magnésium, plus riche en vitamine C qu'une orange, en calcium que le lait, plus riche en potassium que la banane, le fruit du baobab est devenu depuis quelques années le chouchou des naturopathes et son prix ne cesse de croître. Il est essentiellement commercialisé dans les pays occidentaux sous forme de poudre de baobab. La pulpe sèche contenue dans le fruit du baobab est acidulée. Mélangée à de l'eau sucrée, elle fournit une boisson rafraîchissante, le bouilli, très appréciée et consommée partout au Sénégal. À Sandikoli, les villageois récoltent les fruits du baobab uniquement pour leur propre consommation et pour les vendre sur les marchés locaux. Ils récoltent également les feuilles du baobab. Séchées et pilées, elles entrent dans la composition de sauces servies avec le couscous de mil. Le fruit du baobab est considéré aujourd'hui comme un super aliment, non seulement pour sa pulpe, mais également pour son huile. En effet, l'huile de baobab est riche en vitamines et acides gras essentiels au renouvellement des cellules de l'épiderme. C'est une huile précieuse du fait de sa rareté. Il faut en moyenne 30 fruits pour obtenir 1 litre d'huile pure. C'est avec les fleurs séchées de l'oseille de Guinée que l'on fabrique le bissap, boisson nationale au Sénégal. Elle est vendue sur tous les marchés locaux. À Sandikoli, presque tout le monde en cultive. L'oseille de Guinée a été identifiée comme une culture mineure au Sénégal, mais qui présente un fort potentiel de revenus pour les producteurs, si toutefois l'accent était mis sur les produits dérivés, tels que confiture de bissap, sirop, fleurs séchées, accompagnés de procédés de transformation permettant ainsi sa commercialisation. Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Oui. Pourquoi on ne le fait pas? Oui. Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. On parle toujours, depuis l'Afrique, quand on est en Afrique, on parle toujours de l'exploitation, du néocolonialisme, de l'Occident qui viderait notre grenier. Mais oui, est-ce qu'il pourrait le faire si nous tous, en Afrique, nous étions soudés? S'il y avait un panafricanisme où l'Afrique parlerait d'une seule et même voix. Mais non, chacun va signer ses accords d'une manière, séparée des autres pays. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas comme l'Union européenne qui va faire un grand ensemble qui va décider. Non, les pays africains vont aller individuellement. Donc chaque pays va signer, ce qui les affaiblit. Donc, oui, ceux qui exploitent l'Afrique ne pourraient pas le faire s'ils n'avaient pas des complices locaux qui font semblant de diriger le peuple africain tout en le livrant à la famine. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faudra que l'Afrique, 54 pays qui peinent à être entendus, c'est parce qu'ils n'ont pas pu rassembler leurs forces.
Et cela, c'est possible tant que nos dirigeants continueront à jouer leur match individuel à leur propre détriment. Donc, il faut à un moment donné que les Africains se rassemblent pour parler d'une même et unique voix. Oui. Donc, du coup, c'est un monde où l'Afrique est là comme une réserve disponible pour ceux qui peuvent utiliser ces ressources. Le pétrole africain, vous connaissez une compagnie africaine qui exploite le pétrole africain? Non, tous les noms, ce sont des noms de pays riches, donc des exploitants extérieurs. Vous connaissez une mine d'or en Afrique qui appartient aux pays africains? À part l'Afrique du Sud, ça n'existe pas. Oui. C'est toujours. Oui. Ce que vous dites, impossible d'avoir de l'électricité dans les villages africains, alors que l'uranium du Niger fait tourner les centrales nucléaires occidentales. À plein régime. Oui. Et puis derrière les villages de Niamey, on allume de la bougie. Quand vous allez dans les îles du Saloum, l'électricité n'est pas permanente. Et donc tout ça, franchement, si votre uranium permet d'alimenter les centrales nucléaires occidentales, vous pouvez au moins négocier une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un minimum. C'est quand même pas éthique, même pour les gens qui utilisent cet uranium pour s'éclairer, pour avoir leur eau chaude, pour pouvoir cuisiner. Quand on sait que les villages juste à côté de l'endroit d'où vient cet uranium, ces villages-là ne peuvent même pas avoir l'électricité. Oui, c'est ça qui... J'ai parlé une fois du chocolat ivoirien, on peut le dire du café éthiopien. Donc, vous savez, le paquet de café, il est hors de prix chez moi. Dans les supermarchés au Sénégal, le café, il est hors de prix. Ce café qui vient d'Afrique. Le cacao, le chocolat qui est vendu en Afrique, on ajoute de l'huile pour fluidifier, pour économiser. Tout simplement parce qu'il est hors de prix. Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Pourquoi on ne le fait pas? Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Europe? C'est d'avoir aussi pu transformer ces produits locaux. On va me dire la colonisation. Oui, je le sais. Il y a la colonisation. Oui. Tout ça a fait des réserves. Mais aujourd'hui, utilisons l'exemple de l'Europe, sa manière d'utiliser ses propres ressources, sa manière de valoriser, de transformer. Essayons de l'appliquer nous aussi. Voilà, ça n'empêche pas d'apprendre l'histoire, mais ça permet d'apprendre du quotidien. Maintenant, tout de suite là, hic et nunc, utilisons ces techniques-là pour valoriser nos produits en Afrique et puis faire de la richesse et donner du travail à ces jeunes-là qui se jettent dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. Ce projet couve depuis plus de 3 ans. Le chef du village est convaincu qu'un tel projet est essentiel pour Sandikoli. Il a d'ores et déjà donné un terrain pour la construction de l'unité de transformation. Il est prévu que cette unité puisse transformer les arachides, les noix de cajou, les fruits disponibles de la région et l'oseille de Guinée. Tous ces produits pourront être transformés en noix grillées, en pâtes, en huile, en confiture, jus de fruits, sirop, pâte de fruits et fruits séchés.